Congo à L News, première chaîne d'info. Nous avons déshabillés. Ce soir, nous devons comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'UDPS. Est-ce que Jean-Marc Abound reste ou Jean-Marc Abound a démissionné? Est-ce que le président de la République aujourd'hui est favorable à que Jean-Marc Abound a Tikala ou à Kende? Nous allons parler aussi sur le bilan des 3 ans du président de la République, la réforme Nina Sali. Est-ce qu'il est marché? Est-ce que l'intérieur du Congo aujourd'hui est positif ou est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme réforme pour faire avancer notre pays? Nous parlons avec M. Machinda, Oyazali, analyste politique et chef d'entreprise. M. Machinda, bonsoir. Bonsoir. Et aussi M. Bedos Congo Machiti, Oyazali, analyste politique aussi. M. Machiti, bonsoir. Bonsoir, M. Mouzon. Ainsi aussi M. Luc Kabongo, analyste politique aussi, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans le Canabiso, M. Kabongo. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, ce qui se passe dans Katia UDPS, ça craint. Les Congolais se posent des questions. Est-ce que dans un parti politique, il faut tout le monde avoir aujourd'hui dans l'UDPS, ce qui s'est passé avec Jean-Marc Abound, qui se croyait aujourd'hui le roi ou encore l'intouchable? Est-ce que l'UDPS aujourd'hui représente vraiment l'état des droits dans le Congo? Monsieur Machike. Oui, je pense que l'UDPS représente toujours l'état des droits. Parce que c'est le combat du papa Etienne depuis qu'il a pensé à mettre en place cette structure politique qui était la première structure à combattre la dictature de M. Mobutu. Est-ce qu'il n'est pas parti pour l'état des droits? Mais l'UDPS prend l'inspiration dans cet état des droits. Mais aujourd'hui, ce que Jean-Marc Abound a fait, ça ne regarde pas l'UDPS, ça ne concerne que lui-même. Parce qu'il n'a pas parlé au nom de l'UDPS, il a parlé à son nom propre en tant que président de l'UDPS. Non, par rapport à la démission, ça n'a rien à voir avec l'UDPS pour l'instant. Par rapport à la démission, ça a à voir avec lui-même. Il s'est prononcé au niveau de l'Assemblée nationale. Donc il a voulu démissionner au niveau de l'Assemblée nationale, mais il n'a rien dit par rapport à l'UDPS pour l'instant. Donc pour l'instant, est-ce que Tshisekedi n'est pas... Tshisekedi d'Akoufina, à quel état des droits a été, M. Kabongo? Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans l'UDPS, ce n'est pas l'UDPS d'hier qui est géré, Tshisekedi père. Est-ce que l'UDPS aujourd'hui représente cet état des droits ou pas? Bon, officiellement, il est censé représenter cet état de droit. Maintenant, effectivement, on peut s'inquiéter pour le parti, pas pour Jean-Marc Abound, parce que nous, on est irremplaçable, hein, de toute façon. Mais on peut se poser la question sur le parti. Est-ce qu'avec tout ce qui se passe, est-ce que le parti va rester cohérent, uni? Parce que le seul souci, c'est qu'on a 2 ans des élections. Et normalement, le parti devrait s'être raffermi, s'être imposé dans toutes les régions, s'être bien implanté. Ils avaient 3 ans quand même au pouvoir pour le faire. Normalement, un parti au pouvoir, c'est ça l'avantage d'être un parti au pouvoir, c'est d'avoir des racines bien implantées. Donc on peut se poser la question. Mais par contre, concernant donc, la démocratie, ça c'est une question des hommes, et je pense que le parti reste en tout cas démocratique, puisque c'est la base qui, à terme, finit toujours par avoir le dernier mot. Le parti reste démocratique. Le parti avec tout ce qui se reste dans l'UDPS, l'injustice sociale reste à l'UDPS. L'injustice sociale reste à l'UDPS. Nous avons vu avec les combattants, les jeunes qui ont milité avec Etienne Tshisekedi, aujourd'hui sont rejetés. Dans l'UDPS aujourd'hui, quand on va... Alors, qui c'est qui les rejeté? Ce sont les cadres du parti. Ce sont la fiche. Les cadres des partis, ils ont des problèmes. Donc, pas tous. Pas tous, mais la tête. Parce qu'il y a le patron. Il y a le patron adjoint qui gère aussi. On voit bien que quand c'est pas naturel, quand il y a de l'injustice, à un moment ou à un autre, ça marche plus. S'il a des problèmes, c'est pas seulement qu'il a des problèmes avec le grand chef, c'est qu'il a des problèmes. Ces problèmes-là, ça finit toujours par ressortir. Et donc voilà. Il y a eu des injustices dans le parti, ben ça éclate et les têtes doivent sauter. Monsieur Machinda, est-ce que Jean-Marc Abound méritait d'être président à l'UDPS, vu le comportement naïf, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression d'avoir Saddam Hussein de Mobutu dans le Congo. C'est comme ça qu'il est Bazo Bengaye aujourd'hui. Est-ce que Jean-Marc Abound devrait être président de l'UDPS ou pas, vu son comportement? Je crois qu'il fallait se poser la question si Jean-Marc Abound était l'homme de la situation par rapport à la conjoncture actuelle, par rapport à la situation. Je dirais qu'il n'est pas... Il a la bravoure qu'il faut dans ces genres de situations, parce que d'abord il fallait aller vers le combat, arracher le pouvoir, et il a été brave. Ça, on ne peut pas lui
combat? Quel combat? Parce que, vous savez, quand on prend d'abord le nom UDPS, c'est Union pour la démocratie. C'est-à-dire on se bat pour la démocratie. On se bat pour arracher un état de droit, c'est-à-dire un état démocrate. Et il fallait des combattants. Puis, il faut des intellos, mais surtout des combattants, des gens qui vont au front pour aller arracher le pouvoir. Parce que face à des dictatures, il fallait aller au front, aller au combat. Et Jean-Marc Kabound, c'était le profil idéal pour ce genre de situation. C'est-à-dire, pour aller arracher la démocratie, il s'est battu. On ne peut pas lui contester ça, c'est un combattant. Il faut quand même être honnête de reconnaître les mérites des gens. Est-ce qu'il méritait d'être président? J'ai dit, il méritait d'être président. Oui, il a mérité parce que c'est pas un cadeau. Hein? Ils viennent quelque part, les présidents du Tshisekedi l'avaient déjà vu au Katanga, il l'a désigné comme un héros national vivant, quelque chose pareil. Hein, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est une réalité. Donc il a des capacités. Moi-même, j'ai déjà eu à le côtoyer 2 ou 3 fois. C'est un homme qui a des convictions, c'est un combattant. Et je reconnais cela. Maintenant, chez nous avons un problème en RDC, c'est souvent de confondre la bravoure, hein, la bravoure et la compétence. Est-il brave? Oui. Est-il compétent pour assumer un parti au pouvoir? Là, les questions se posent. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que voilà, IDPS au pouvoir, ils ont oublié une partie de ce qui définit l'IDPS. L'Union pour la démocratie, on oublie le progrès social. Le progrès social, là, il faut bâtir un État sur la justice sociale que mon co-débatteur vient de citer. Il a manqué de justice sociale, c'est-à-dire qu'il l'ascenseur vers le petit peuple, c'est-à-dire un vrai programme. Un programme qui fait rêver les jeunes, un programme qui fait... vous savez, moi j'étais candidat et je me suis battu pour ce qu'on appelle la formation professionnelle pour les jeunes Congolais. Beaucoup de jeunes Congolais aujourd'hui, ils ont peut-être fait des études, mais ils n'ont pas la formation nécessaire pour occuper un emploi. L'UDPS pouvait se déployer pour former tous ces jeunes-là les jeunes combattants qui traînent à l'imité, pour qu'ils aient une formation professionnelle et pour lancer des grands travaux, lancer des grands chantiers et impliquer ces jeunes dans ces genres de travaux, ces grands chantiers pour leur donner un espoir. Ces jeunes, jusqu'aujourd'hui, ils traînent dans la rue, ils sont sous l'arbre, il n'y a aucune perspective d'avenir pour eux. Et eux, Kabound, on voit qu'il a une belle maison, qu'on a vu à travers des images, il vit comme un roi. À un moment, ça va casser parce qu'il n'y a pas une justice, il n'y a pas une ascenseur social qui va de la base, hein, qui va aussi repêcher ceux qui sont à la base. Et à un moment, étant au pouvoir, vous savez, assumer les fonctions de notre appareil compétence, c'est Jean-Marc Kabound. Il est à la tête d'un parti au pouvoir et il n'a pas agi comme un homme qui pouvait donner l'espoir à ces jeunes populations. Tu regardes la déclaration, c'est qu'il a dit, mais moi je veux d'abord en réalité voir comment Jean-Marc Kabound a atterri sur l'IDPS, la tête de l'IDPS, parce que Jean-Marc Kabound, lorsque Tshisekedi était à Katanga, va présenter Jean-Marc Kabound comme étant Katangais. Alors on a su après, lors d'un procès, que Kabound était kassaïen. Alors est-ce que Tshisekedi de son vivant, est-ce que Jean-Marc Kabound, si Tshisekedi savait que Jean-Marc Kabound n'était pas kassaïen, est-ce que comme secrétaire général, il y a IDPS ou pas? Parce que tu as vu comment IDPS est allé. Le fait d'avoir un président qui est kassaïen, on ne peut pas avoir aussi des secrétaires généraux qui vont passer à la kassaïen. Alors déjà, arrivé déjà, ils allaient problématiques. Est-ce que Jean-Marc Kabound, on voit son arrivée problématique, si réellement c'est un homme qui est un vrai combattant, pourquoi il n'a pas organisé les élections? La tête, il y a IDPS. Statut Navarro dit qu'un président AI ne peut pas rester plus de 3 mois. Alors pourquoi aujourd'hui Jean-Marc Kabound, si réellement c'est un combattant, pourquoi arriver à accéder à un pouvoir jusqu'à la AI, il y a toujours problématique, il y a toujours des fraudes. M. Kabound. Bon, alors déjà, ça, pour ceux qu'on dit qu'il s'est fait passer pour un Katangais alors qu'il est kassaïen, bon, ça c'est une histoire qui court. C'est peut-être vrai. Mais c'est une histoire qui court. Maintenant, le vieux Étienne Tshisekedi, effectivement, et ça c'est normal, hein, il ne voulait pas que le parti soit connoté, trop kassaïen, donc il cherchait quelqu'un qui ne l'était pas. Donc il a mis ce monsieur à la place, mais je pense, comme Mani le dit, que ce n'était pas seulement pour ça, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui est vraiment solide. Maintenant, effectivement, il y a un congrès qui devait être organisé, des élections qui devaient se faire, mais lui, il était déjà en place, comme AI.
s'il n'avait pas si personne ne l'obligeait, pourquoi il allait organiser un congrès? Pour perdre le pouvoir, pour perdre... Il a violé les lois internes du statut à UDPS, parce qu'il a fait pression. Il y a eu des pressions dans à UDPS. Il a résisté, même jusqu'à ce que le président... On ne sait pas si le président l'a appuyé, parce que le président aussi a scellé le remonté, on l'a vu. C'est possible que le président l'ait appuyé, parce que sinon il ne serait pas resté là. Si il n'était pas obligé, ben, il n'allait pas... Tu ne vas pas organiser toi-même un congrès pour qu'on te mette à la porte. Il a senti qu'il n'y avait pas de pression. C'est pour ça que dans un parti, il faut effectivement des chefs, mais il faut qu'il y ait des structures stables qui imposent le règlement du parti. Non, il savait très bien qu'il ne méritait pas d'être président, parce que surtout qu'il avait normal, qu'il allait perdre, qu'il n'a pas cette compétence de gérer l'UDPS. C'est un Mathilde d'échelon, parce qu'il a été désigné, parce que c'est un fraudeur, on peut dire aussi ça. Mais les statuts de AI n'existaient pas dans l'UDPS dans leur statut. Donc forcément, ils ont trafiqué cette histoire pour se maintenir un peu de force. Parce que, d'ailleurs, c'est Peter Kazadi qui a écrit cette notification des statuts des présidents AI. Et c'est en violation justement de statuts qui régissent l'UDPS. Donc, ils étaient en violation par rapport à la propre statut. Allez-y, M. Macheki. Oui, moi je pense bien que non, si Jean-Marc Kabound ne méritait pas cette place-là, dans l'UDPS quand même il y a des gens qui sont vraiment réfléchis, qui sont imposants, qui ont commencé l'UDPS depuis trop longtemps, qui connaissent bien l'idéologie de l'UDPS, ils sont nombreux. Ils auraient pu se contrecarrer contre sa nomination comme président à l'intérimaire. Mais si, dans l'ensemble, ils ont accepté pour qu'il puisse occuper cette fonction, je pense qu'ils ont compris qu'il pouvait bien exercer cette fonction et qu'il était capable de l'exercer. Sinon, ils auraient soulevé le point qu'il soit incompétent. Tant qu'il est resté jusqu'à présent comme président, je pense que il méritait bien cette place-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'IDPS a été contesté plusieurs fois par des cadres. L'IDPS va contester jusqu'aujourd'hui. Alors c'est plus la famille de soutenir ou pas. Parce que l'IDPS aujourd'hui, je me suis posé la question, est-ce que dans l'IDPS, les cadres sont toujours là ou pas? Oui, il y a toujours des cadres dans l'IDPS. Où sont-ils? Bon, je ne suis pas de l'IDPS, mais pas parler. Hein. Franchement, des choses qui concernent vraiment l'IDPS, mais c'est un peu un aperçu personnel, hein, enfin, avec l'approche des gens que je connais dans l'IDPS, me disent bien que dans l'IDPS, il y a encore des cadres qui sont en train de chômer. Donc, il y a pas mal de diplômés qui sont dans l'IDPS, il y a pas mal de gens qui sont formés qui sont dans l'IDPS, il y a parfois des professeurs d'université qui sont dans l'IDPS, mais s'ils ont accepté que Jean-Marc Kabound puisse occuper cette fonction-là. Ils ont accepté en même temps contestant Jean-Marc Kabound. Dans toute démocratie, il y a toujours des contestations, mais on finit toujours par trouver un consensus. Le consensus a fait que non, il est là et il est toujours président. Mais qui protège Jean-Marc Kabound? Parce qu'il va député. Moi, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Lui, voilà, donc il était protégé par le patron, le président, jusqu'à maintenant. Maintenant que ça se passe mal avec le patron, il va tomber et il est maintenant démuni. La preuve, c'est que là, j'ai vu des images à Kinshasa, là, actuellement qu'on parle. Il y a Géco Moulamba. La députée provinciale à Kinshasa. Voilà. La députée provinciale à Kinshasa. Pression dans la rue et tout. C'est-à-dire que, voilà. C'est-à-dire que maintenant, tous les caciques du parti sortent contre lui. Parce qu'il n'a plus la protection. Donc il va tomber et maintenant les gars. Mais jusque-là, il était protégé par le patron. C'est tout. Et puis, il n'a pas été l'homme de la situation. Je parlais de la bravoure, oui, pour aller arracher les pouvoirs, mais la compétence pour gérer les pouvoirs et les partis, il n'a pas. Parce que c'est aussi un homme qui a divisé l'UDPS. L'UDPS extérieur, l'UDPS intérieur, vous savez, lors quand le président a organisé les concertations nationales, j'étais à la réunion finale avec où il avait réuni l'UDPS, j'étais dans la salle, mais moi j'étais venu pour l'agriculture, mais je me suis retrouvé en plus de la réunion du l'UDPS, n'étant pas membre du l'UDPS, mais il a posé une question à Kabound dans la salle. Où est la diaspora? Et Kabound avait un vrai mépris pour les gens de la diaspora. Kabound et Kabouya, ils méprisent tout ce qui est diaspora. Mais pourquoi? À cause de la compétence ou à cause...
je raconte une anecdote. On va à l'aéroport pour accueillir la dépouille mortelle de Gilbert Mundela, qui était le conseiller de Fatih, qui est membre de la famille. Et puis là, j'étais avec mon père, qui fut représentant du UDPS aux États-Unis pendant beaucoup d'années. Et Kabouya voit mon papa, il dit non, moi c'est le professeur Chibangu, représentant du UDPS aux États-Unis pendant 15 ans à peu près. Il lui dit, ouais, mais vous les gens des diasporas, là, vous croyez supérieur, vous venez ici sur vos grands chevaux, vous croyez supérieur, justement, il a une agressivité inutile vers son aîné qui a peut-être 20 ans, 30 ans de plus que lui. Et alors, j'étais offusqué de voir cette attitude de mépris envers les UDPS, les cadres, les hauts cadres, des gens qui sont battus ici dans la diaspora pendant des années pour la démocratie. Donc, en fait, Kabouya et Kabunda ont ce mépris pour la diaspora. C'est pour cela même que c'est la compétence. Aujourd'hui, on voit les soutiens de Kabound qui menaçaient de tabasser les conseillers du président de la République. Hein, il y avait tout un appel de tabasser tous les conseillers qui sont autour du chef et tous les conseillers qui viennent de la diaspora. Aujourd'hui, il y a un message de haine envers les cadres du UDPS qui viennent de la diaspora. Donc, par rapport à ça, Fatou Boum étant de la diaspora, donc, parce que les présidents ne touchent pas, mais quelque part, quand on s'attaque à la diaspora, on s'attaque directement au chef. Donc, justement, je me suis dit que Kabound n'était plus l'homme de la situation par rapport à un parti qui est au pouvoir, parce qu'il devait plutôt réunir l'UDPS. Il est en train de séparer, de diviser l'UDPS. Et aujourd'hui, il est en train de payer ce qu'il a sémé. Monsieur Achaki, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, qui peut protéger Kabound aujourd'hui? Est-ce que réaction il y a des députés à Ville à Kinshasa, tout le monde qui monsieur député à IDPS à Ville à Kinshasa, on va désavouer. Et puis encore, on a des députés à l'Assemblée nationale à IDPS aussi, on dit carrément que non, Balingui a quitté, peut-être il y a IDPS. Est-ce qu'aujourd'hui, la famille a continué pour protéger Jean-Marc Kabound? Est-ce que le président a rejeté éponge ou comment? Donc moi personnellement, je ne peux pas témoigner s'il était soutenu ou bien protégé par le président, bien sa famille. Donc moi, tout ce que je sais, qu'il a été désigné, hein, là où il est, parce qu'il occupait le poste qu'il occupait, ce qui a fait que non, il n'y avait personne d'autre au-dessus de lui pour occuper le poste de président, comme le président Fatih, il était devenu président de la République. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui avec lui, ce n'est pas par rapport à son incompétence au niveau du parti, c'est parce qu'il y a eu un incident. Il y a eu un incident qui s'est produit entre... ça, c'est l'incident. Enfin, c'est un garde de la police, avec ce que nous avons vu tous hein, dans les images à Kinshasa, avec le garde républicain, où il y a eu quand même des menaces, hein, on a voulu ravir l'autre son arme. Or que c'est l'attitude de Jean-Marc Kabound qui l'enfonce aujourd'hui là où il est. S'il avait un comportement, c'est vrai, moi personnellement, la façon dont il a agi, c'est une mauvaise façon. Il ne devait pas laisser ces policiers aller intervenir parce que lui, il ne s'occupe pas de la circulation routière. Lui, il est vice-président de l'Assemblée nationale. Pour moi, ce qu'il aurait pu faire, c'est-à-dire, il se serait rendu auprès du garde républicain pour lui dire, voilà, vous ne devez pas prendre le sens interdit. Donc il n'y a rien qui vous autorise de le prendre parce que ni au-dessus de la loi. Est-ce que c'est dans ses droits? Il a le droit de le faire. Parce que moi je pense de le faire. Je pense que c'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Non, pas seulement lui, tout Congolais qui voit quelqu'un abuser d'un droit peut lui remettre sur le bon chemin. Parce que là, c'est une histoire de nous tous. Mais il y a une manière d'aborder quelqu'un. Si vous abordez quelqu'un, bien que la personne a tort, et que vous l'abordez d'une manière méprisante, je pense que cette personne va répondre aussi de la même façon. Franchement, ça c'est ce que je déplore au Congo. Ceux qui sont censés faire respecter les lois, ce sont les premiers qui sabotent ces mêmes lois. Donc nous voyons les autorités soi-disant, moi je les appelle les soi-disant parce que s'il y avait vraiment de vraies autorités au Congo, le Congo ne serait pas là où il est, il serait un grand pays. Mais une question, parce que ce n'est pas la première fois Jean-Marc Kabound aujourd'hui à intervenir lorsqu'il va voiture en sens interdit. Ce n'est pas la première fois, mais l'autre fois, Salakiango, pourquoi ça n'a pas posé autant de problèmes qu'aujourd'hui?
Qu'est-ce qui s'est passé, M. Kabongo? Bon, déjà, là, je pense que ça a été filmé. L'autre fois aussi, c'était filmé. Oui, bon, alors, et puis là, ils s'en sont pris donc à la garde républicaine, hein, c'est comme ça. Et vous désarmez, déjà même ici, désarmer un militaire, déjà ça ne se fait pas. Alors à plus forte raison là-bas au Congo, en plus quelqu'un de la garde républicaine. Donc ça déjà c'est hyper grave. Mais c'est aussi de sa faute parce que quand tu es vice-président de l'Assemblée nationale, tu envoies un tweet officiel. C'est officiel quand tu envoies un tweet, c'est ton tweet à toi. Tu dis que tu vas démissionner. Donc tu peux pas revenir en arrière. Derrière, il veut revenir en arrière. C'est pas normal, ça. C'est du brouillon. Et voilà. Mais je pense que cet incident-là, ce n'était qu'une goutte d'eau qui a... En fait, les antécédents étaient déjà nombreux. Hein. Nous-mêmes, en réfléchissant avant l'émission, on savait. Il s'est fait beaucoup d'ennemis déjà au sein du parti. Parce qu'il ne faisait pas l'unanimité, mais comme on se disait, il était un petit peu protégé. Donc... Mais maintenant qu'il n'est plus protégé, tout le monde est contre lui. Donc il a autant de problèmes. Mais les problèmes, ça remonte déjà depuis longtemps. Ça, ce n'était que la goutte d'eau. Voilà, c'est tout. Je veux juste ce qu'a dit Tweet à Jean-Marc Kabongo, parce qu'il dit qu'il quitte ses fonctions de l'Assemblée, hein, il va quitter tout ça, mais est-ce que lorsqu'il va quitter, parce qu'en principe, normalement, il devait quand même en parler en interne à l'UDPS ou encore prévenir son président de la République et son chef actuellement, mais pourquoi il ne l'a pas fait et il annonce que je quitte l'Assemblée et ça pose problème, M. Machina? Jean-Marc Kabongo se comporte en enfant gâté, quelqu'un de toujours de brutal et d'incontrôlé. Et aussi ses courages, je pense que ses courages sont indispensables. Parce que c'est pas la première fois qu'il a commencé à déborder. Vous savez, même si j'étais d'accord sur lui, sur la position qu'il a prise par rapport au train de vie de l'État, hein, en s'attaquant au train de vie de l'État, en critiquant les budgets présentés par le gouvernement, il s'attaquait directement à Fachi. Hein, parce que quand le Premier ministre amène les projets de loi, c'est avec l'accord du président de la République. Et Jean-Marc Kabongo s'est attaqué directement à ce que le président avait autorisé. Et ça, je pourrais dire que c'était déjà des signaux qu'il voulait un face-à-face direct sur le place publique avec le président de la République. Ça, c'était déjà ressenti parce que ces critiques, c'était une critique envers le gouvernement, mais le gouvernement qui fonctionne au Conseil des ministres, c'est le président de la République qui valide le projet de loi qu'on a présenté à l'Assemblée nationale. Donc Jean-Marc Kabongo s'est déjà attaqué face à Fachi. Mais je crois que quand on veut s'attaquer à un chef, à un pouvoir, à une institution, il faut être fort, être sûr de ses moyens. Vous savez, moi je dis toujours que les pouvoirs, c'est un bras de fer. Et nous autres qui sommes les opposants ou nous sommes des pots de terre. Et quand un bras de fer face à un pot de terre, il n'y a pas match. Je crois que là, il s'est fracassé la gueule, excusez-moi les termes, hein, en voulant s'attaquer au président de la République. Et les retours voilà quoi. Voilà. Donc les conséquences, tu dois en subir parce que je crois que l'immaturité politique a fait qu'il puisse poser les actes, y compris les tweets qu'il a envoyés. Ça fait partie de l'immaturité politique parce que c'est grave ce qu'il a fait. Et il doit en subir les conséquences. Allez-y, est-ce que c'est... Tweet, est-ce qu'aujourd'hui ça peut poser problème? Est-ce que ça peut aussi lui dégager de l'UDPS? Parce que quand il dit que j'ai démissionné de mes fonctions, parce que je rajoute ce qu'il a dit encore, parce que c'est très grave, parce qu'il dit que moi je ne suis pas un commerçant et je ne suis pas traître. Alors cette déclaration, est-ce que ça peut poser problème au sein de l'UDPS? Parce que nous avons l'impression que c'est comme s'il s'est dit qu'il était aussi l'héritier de Tshisekedi. Les gardien du temple. Non, il est lui-même le problème. Il a créé lui-même le problème. Il doit assumer lui-même les conséquences du problème que lui-même il a créé. S'il n'avait pas tweeté, je ne pense pas qu'aujourd'hui on aurait des discussions qu'on a eues. Parce qu'on dit que c'était tweet à l'Okuta, parce qu'il y en a qui ont dit qu'ils ont... Non, mais si c'était faux, je pense que c'est déjà prononcé depuis très longtemps. Donc, comme il est resté calme dans son coin, on ne sait pas ce qu'il pense. Mais il est soutenu par le président de l'Assemblée. Non. On ne sait pas s'il est soutenu. Visite. Non, rendre quelqu'un visite, on peut rendre quelqu'un visite. Fait une déclaration aussi. On rend visite aux gens quand ils sont dans la détresse. Hein. Quand les gens sont dans la détresse, il faut les rendre visite. Donc peut-être c'est dans ces contextes-là qu'on lui a rendu visite en lui demandant, monsieur, vous avez fait une déclaration, mais nous voulons maintenant que vous alliez jusqu'au bout de votre déclaration. Mais est-ce que ça l'ensemblait
il y a accepter tweet naïe ou encore c'est au président de la République. Comment ça peut se passer? Parce que tweet a salé, je me retire de mes fonctions à l'Assemblée. Est-ce qu'il n'a pas déposé un courrier officiel? Est-ce que non, il doit déposer un courrier officiel à l'Assemblée. Ça, s'il ne le dépose pas, il reste. Non, mais il a dit, enfin, ça, il doit s'assumer en tant qu'homme politique. Si c'est un homme d'État, si se déclare vraiment être un vrai homme d'État. Moi, Jean Kabound, je l'ai rencontré, j'ai déjà discuté avec lui quand il était venu avec le président ici à l'aéroport, avant que le président soit élu président de la République. J'ai conversé avec lui, j'ai compris que c'est un homme de conviction, c'est un homme de parole. Il y avait beaucoup de choses qui lui avaient été proposées à l'époque de Kabila, qu'il avait lui-même refusé. C'est ce qu'il a dit lui-même. C'est qu'il avait coûté même la vie à son enfant, il me l'avait dit lui-même. Donc je pense qu'un tel homme de conviction, quand tu proposes un tel acte, il faut l'assumer. Il ne faut plus regretter. Il faut l'assumer. Il faut qu'il l'assume. Allez-y, M. Kabongo. Non, c'est exactement ça. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Normalement, là, personne ne... Il a dit qu'il allait démissionner, mais il n'a pas encore déposé de courrier. Donc, il n'a pas démissionné. Il ne peut pas être révoqué après, non? Sauf que... Si. Par contre, et d'ailleurs, je pense qu'il y a des mentions là, de censure là, qui sont en train d'être montées. Ça, ils peuvent le... Pour le déchoir. Pour le déchoir. Ils peuvent le déchoir. Comme, de toute façon, ça lui est déjà arrivé une fois. Ça peut lui arriver 2 fois. Mais, comme si c'est un homme de conviction, comme il a dit qu'il allait démissionner, il doit démissionner. Parce que sinon, ils vont le faire sortir. Mais comment sortir au moment où il est patron de l'Union sacrée, mais ces machines-là? L'Union sacrée n'a pas de patron. C'est lui les géniteurs, les promoteurs même. Non. Les géniteurs de l'Union sacrée, c'est le président de la République. Vous savez, c'est ça le problème aussi avec nos amis comme les Kabound, en fait. Quand les chefs d'État s'engagent, ils demandent aux Congolais, nous vivons ensemble, nous allons créer l'Union sacrée. C'est le chef, l'autorité morale de cette Union sacrée, il n'y en a pas 2. On ne peut pas avoir 2 capitaines dans cette structure. C'est pour ça d'ailleurs, exprès, il n'a pas voulu créer un directoire de gestion au niveau de l'Union sacrée pour laisser planer cette situation comme ça et les tester à dessein, c'était à volonté. Donc je crois que Jean-Marc Kabound s'est autoproclamé. Il s'est donné le rôle qu'il n'avait pas. Ça ne coûtera pas cher à l'UDPS. Comment? Son départ a coûté cher à l'UDPS. Je crois qu'en tant que gérant de l'UDPS, c'est un piètre gérant parce que l'UDPS est juste un parti désorganisé. L'implantation du parti à travers la République, on ne sent pas les effets du parti politique. Aujourd'hui, grave. Les gens pensent que l'UDPS, il n'y a pas d'intellectuel. On pense que l'UDPS n'est pas un parti qui est capable d'accoucher un projet de société. Jean-Marc Kabound devrait poser la question, quel est le projet de société de l'UDPS? Il est incapable de dire le projet, la vision politique de développement, la vision sur parce que le président de la République s'était battu pour vaincre la misère, la pauvreté. Mais c'est quoi la vision qu'ils ont aujourd'hui? Quel est le message du DPS par rapport à l'espoir qu'il doit créer dans la population? C'est juste l'état des droits. Mais derrière, il y a quoi? Jean-Marc Kabound, ce n'est pas quelqu'un qui a construit le parti. Il a juste été là. Et d'ailleurs, moi, ce qui me gêne, c'est les bijoux qui s'est construit. C'est gênant. Parce qu'à l'obit qu'il y a limité, voilà, qui est estimé, moi, en vivant au Congo, c'est pas que c'est pas loin d'1 million, 2 millions de dollars, cette maison-là, mais où est-ce qu'il a eu l'argent en fait? C'est un grand problème aussi. Et ça, c'est choquant pour avoir un parti du peuple. Une masse, c'est le seul parti des masses qu'on connaît au Congo. Cette masse qui est encore pauvre, qui n'a pas de travail. Mais est-ce que vous croyez, c'est une source, parce que ce n'est pas encore officiel, est-ce que vous croyez que Jean-Marc Kabound aujourd'hui aurait signé des contrats avec les Chinois? Non, je peux encore revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce que donc, Jean-Marc Kabound ne peut pas être un homme très important dans l'UDPS que tout le monde. L'UDPS a connu les Mavungu, l'UDPS a connu les Mobake, l'UDPS a connu les Nuindwa, l'UDPS a connu toutes les grandes figures. Mais Jean-Marc Kabound, par rapport à toutes ces figures-là, c'est une petite figure qui a été fabriquée. Par mensonge, parce qu'il a monté... En plus, même quand vous parlez avec les combattants, ils vous diront qu'il n'a jamais eu une bombe lacrymogène dans ses yeux. Il n'a jamais été frappé nulle part. Hein? Mais il y a beaucoup de chaînes. Il a négocié, il a fait des choses pour qu'ils arrivent aujourd'hui pas dans le pouvoir. Non, vous savez, parce qu'il a dit lui-même. Non, il est arrivé au bon moment. Hein? Quand le repas était presque à table, il est venu pour manger. La preuve, il a construit une très grande maison, comme mon frère Manu vient de le dire. C'est inimaginable. Est-ce que ce n'est pas le problème, cette maison n'est pas le problème? Non, mais ça doit poser un problème. Il faut que ça pose un problème. Parce que
Regardez, 90 millions de Congolais qui sont pauvres. Hein? Nous sommes aujourd'hui classés parmi les plus pauvres au monde. Mais il y a quelqu'un qui arrive, qui parle au nom de l'état de droit, qui parle au nom de... Il dit lui-même dans sa déclaration. On ne sait pas, non, on n'a pas dit qu'il a volé. Mais qu'il nous explique quand même comment il a fait pour construire cette villa monstrueuse. Il nous explique tout simplement. Avec une entreprise chinoise. Allez-y, M. Kabongo. Pour avoir des Chinois, on ne peut pas construire une ça va coûter cher quand même. Hein. Oui, bon, il y a ça, mais je pense que ce qu'on va le plus lui reprocher, c'est que ça fait 3 ans qu'ils sont là, partis au pouvoir. Quand tu es parti au pouvoir, vous êtes censé avoir de l'argent, hein, quoi qu'il arrive. Et est-ce qu'ils ont implanté dans les 26, on est quoi, 26 provinces? Est-ce que dans les 26 provinces, l'UDPS, en 3 ans, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux construire des permanences, 26 permanences dans les 26 provinces, installer des bureaux, installer du matériel, tout pour prévoir les élections dans 2 ans. Est-ce que ça a été fait, ça? C'est ça qu'on doit lui reprocher. Il a créé son parti politique aussi, son mouvement. Il peut mettre l'argent dans son mouvement. C'est ça le problème. Il construit son mouvement. Son rôle, c'était de faire grandir, surtout que maintenant ils sont au pouvoir, de faire grandir l'UDPS encore plus, de l'implanter et de le solidifier. Mais comment on peut être en même temps président d'un parti politique, penser avoir une autre organisation à côté? C'est incompatible. Déjà, il a déjà 2 grandes fonctions en tant que premier vice-président. L'Assemblée nationale, c'est une grande fonction. Je pense que non. Ça doit lui prendre tout son temps. Et je ne sais même pas s'il avait le temps pour s'occuper de l'UDPS. En même temps, penser avoir encore une autre structure à côté. Mais c'est un savant. Dans la deuxième partie de cette émission, on peut parler sur les réformes, sur les 3 ans de Félix Tshisekedi. C'est très important. Est-ce que la réforme Nina Sali, aujourd'hui, on peut être fier d'avoir un président aussi qui a pensé aux Congolais? Parce qu'il a beaucoup parlé, il a à promettre PBL, il a promis aux pêcheurs et à la République démocratique du Congo, et par après, il va son Bampiodi. À gauche, il va à droite pour promettre, il va à gauche pour faire autre chose. Il a promis aussi de créer les millionnaires congolais, de créer l'emploi au Congo. Il nous a présenté un gouvernement efficace, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien. Tout le monde est dans le gouvernement à Bango, plus de 35% budget à l'État revient aux institutions et puis il n'y a pas de politiciens congolais. Alors, quelle réforme aujourd'hui Félix a mis en place qui peut aujourd'hui, les Congolais peuvent être fiers de lui? Monsieur Kabongo. Alors, est-ce qu'on parle de 3 ans ou on parle de 1 an? Dans les 3 ans, ça fait 3 ans qu'il est là. Eux, ils disent que pendant 2 ans, il était en train de se battre avec... ça, c'est pas notre problème. Il était président élu, il devait assurer la vie des Congolais, la vie sociale des Congolais, la sécurité des Congolais. Tant que président, dans ces 3 ans, quelle réforme positive aujourd'hui pour Félix Tshisekedi? Alors, ils vont te parler de l'enseignement, là, hein, gratuit. C'est que vous voyez, c'est que vous... Il y a ça. Maintenant, il faut admettre que ça va prendre du temps pour vraiment se solidifier. Moi, je pense que c'est quand même une réforme importante de l'enseignement. La gratuité, ça va prendre du temps pour se solidifier, mais c'est en train de se solidifier, de se consolider, surtout par la rentrée là. Avec Tony, moi, je pense qu'il fait quand même des choses hein, qui vont aller dans le bon chemin. Ensuite, il y a l'assurance maladie là qui va se mettre en place. Apparemment, c'est en bonne voie. Ça, c'est vraiment 2 réformes qui sont quand même majeures. Maintenant, pour ce qui est du bien-être et du changement, vraiment, on va dire, pour le pays, ça, 3 ans, ça ne suffit pas pour cela. Le pays était tellement bas qu'il faudra au moins attendre une dizaine d'années pour pouvoir remettre le pays sur le droit chemin. Donc, on devait quand même palper quelque chose depuis qu'il est au pouvoir, mais la population ne sent rien. Moi, je prends un exemple qui est simple. Le président qui va promettre aux Congolais, aux pêcheurs de Maluku, que je vais vous équiper pour nourrir les Congolais en poisson. 1 an après, le président, qu'est-ce qu'il va faire? Après, il va pour quelques jours, mais le président est parti. Depuis qu'il est parti, il n'a pas fait le retour. Et il va commencer à acheter des poissons en Namibie. Et cet argent-là, 4-6 millions, il pouvait aussi équiper, parce que tout ça, il calcule. Avec des bateaux de pêche artisanales, ça coûte 18 000 à 26 000 euros. On peut acheter 300 pour ces pêcheurs. Pourquoi il ne l'a pas fait? Je reviens, allez-y, M. Kabongo. Je dis en même temps, oui, alors vous dites ça, mais les gens de Zongo, par exemple, parce qu'il est passé à Zongo, moi j'ai revu les images, là. Il y avait quelques mois, il avait dit, je vais vous mettre l'électricité. L'électricité est arrivée à Zongo, et c'est la première fois que ça arrive depuis les Belges. Donc c'est déjà aussi une avancée. Donc il y a des choses qui se sont faites et d'autres qui ne se sont pas faites. Et il pouvait pas. De toute façon, lui, il peut décider quelque chose, mais il faut que la continuité de l'État, les structures de l'État suivent. Et l'État est mort. Donc, même si une décision est prise au niveau du gouvernement à Kinshasa,
Le temps que ça soit mis en œuvre, il y aura toujours des couacs dans ce pays-là. Pourquoi? Parce que les relais du gouvernement n'existent plus. L'État est presque mort. Il faut remettre l'État dans ce pays pour que les décisions puissent aller jusqu'au bout. Son Premier ministre est capable ou pas capable? Son gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, il est comparé. Monsieur Sama. Justement. Ben, on n'entend pas trop parler de... On n'entend pas trop. Hein, Est-ce qu'on a un peu de ministre? Allez-y. En parlant de poissons, c'est vrai que non, ce sont des mesures qui ne sont pas vraiment efficaces. Hein. C'est à court terme, ce genre de mesures. Il y a beaucoup d'argent consommé pour rien. Oui. Non, mais vous savez comment ça se passe. Ce n'est pas le président de la République qui a décidé. Ce sont peut-être ses conseillers, parce que je ne sais pas par quel canal cette histoire est passée. Ce sont ses conseillers qui lui ont proposé de procéder ainsi pour alimenter un peu le marché vers la fin de l'année pour que les Congolais puissent... Mais on n'a pas compris ces poissons. Malheureusement, nous connaissons les pratiques, comment le Congo fonctionne. Ils viennent avec ce genre de projet, c'est pour soutirer de l'argent. Est-ce que vous pensez vraiment que la totalité de cet argent, c'était même combien qu'on avait sorti pour acheter ces denrées, ces poissons? Donc il y a une très grande partie d'argent qui est rentrée dans les poches, comme d'habitude. Mais prochainement, c'est dans des choses, moi j'aurais souhaité que cet argent, si ça pouvait servir à acheter même un bateau, que ces bateaux puissent pêcher les poissons qui meurent dans nos fleuves et tout ça. Est-ce que c'est au gouvernement d'acheter de faire la pêche ou c'est au privé, hein, comme ici en France? En France ici, ce sont les privés, ce ne sont pas les décisions des pêcheurs. Ce sont des mesures exceptionnelles que le gouvernement peut prendre pour sauver, parce que nous sommes maintenant dans un état de sauvetage. Hein. Il faut sauver le Congo, il faut sauver le peuple équipé. Voilà. C'est qui amène des projets. Moi, je connais des gens, des Congolais d'ici, bien que le président avait promis que non, il ferait des Congolais des millionnaires, qui ont amené des projets sur place, hein, pour faire quand même avancer certains domaines qui sont pratiquement négligés, comme la pêche, comme beaucoup de domaines, comme par exemple, nous, moi et Bernard Kamana, que vous connaissez bien, on avait amené un projet pour mettre en place toute une structure concernant les pompiers. Donc, tout ce qui concerne les incendies, le matériel par rapport aux incendies. Regardez à Kinshasa, quand il y a un immeuble qui prend feu quelque part. Est-ce que vous avez ramené vos fonds? Parce qu'il y a Congo aujourd'hui, dans ce monde-là, ceux qui ont fonds d'habinoté, on a poussé d'habinoté parce qu'ils ont besoin de pourcentage. Un blanc, quand il te donne un projet, il ne te donne pas de l'argent, il te donne un projet, toi tu expliques le projet, mais c'est au gouvernement d'accepter. Ce qui nous a été impossible, c'est d'avoir ne fût-ce que des invitations. Pour que ces investisseurs puissent avoir des invitations afin qu'ils viennent exposer leurs projets. Nous ne sommes que des ameneurs de projets. On n'a pas d'argent. Est-ce que vous me dites qu'il y a un Congolais que vous connaissez, qui est ici en Europe, ici en France, qui peut avoir 2 millions pour aller investir au Congo? C'est très compliqué parce que dans le gouvernement au Congo aujourd'hui, que ce soit la présidence, parce qu'ils ont du mal à financer des projets. Mais ils préfèrent des projets, ils ont déjà accompagné dans le bon. Mais malgré ceux qui ont ces projets avec l'argent, ils n'ont toujours pas pourcentage. Alors pourquoi cet esprit au sein même de la présidence ou encore dans le gouvernement congolais? Bon, de toute façon, la question, c'était de savoir les réformes qui sont justement au niveau du gouvernement actuel. Je dirais que l'éducation, c'est pas une réforme, mais c'est déjà une bonne nouvelle, parce qu'il n'y a pas eu de réforme encore de l'éducation. Parce qu'il faut créer un modèle, créer un système d'éducation au Congo. Une réforme, c'est-à-dire ça demande de proposer autre chose que ce qu'on fait jusque-là, modifier pour améliorer. Par exemple, la réforme du système d'éducation, moi je pense que la réforme devait prendre en charge les enfants de 0 à 16 ans comme ici. Comme ça, et le programme aussi, les programmes. D'abord, la tranche d'âge. Après, sachant que la plupart des enfants congolais qui sont déjà au-delà des 10 ans, qui n'ont aucune formation, il faut les orienter vers les filières professionnelles. C'est-à-dire la réforme de l'éducation et de la formation professionnelle. Là, ça devait être une bonne réforme sur l'éducation, mais on a juste parlé de la gratuité, en oubliant qu'il fallait réformer la gratuité, les moyens de financement de la gratuité. On ne peut pas faire la gratuité sans imaginer les moyens de financement. C'est-à-dire qu'il faut refaire cette réforme. Tony Mwaba qui a présenté les conduits de politique de la gratuité, mais il doit réformer le système d'éducation congolaise. Là, il a oublié de réformer.
Jusqu'à là, je ne vois aucune réforme en vue par rapport à notre ami actuel qui est le ministre Tony Mwaba, qui fait beaucoup de bruit, mais dans l'efficacité de la réforme, il n'y a rien qui se passe. Sur le plan, par exemple, de l'agriculture, aujourd'hui, le Congo fonctionne encore en mode projet agro-industriel, c'est-à-dire que c'est l'État qui fait les plantations pour nourrir la population, les bateaux pour pêcher les poissons pour nourrir la population. Ce n'est pas possible, il n'y a qu'un pays au monde qui fonctionne, qui fait cela. D'où est-ce qu'on a ces idées-là? Il faut faire ce que les autres font. Ici, nous sommes en Europe, ce sont les privés, c'est des petits producteurs, des petits pêcheurs qui ont les moyens, les crédits pour aller acheter les chalutiers et tout ça pour faire de la pêche. L'agriculture, mais même moi je me suis battu pour que les gouvernements, faute d'acheter les tracteurs, qu'on puisse acheter des motoculteurs, donner aux agriculteurs. Nous avons plus de 10 millions de familles congolaises, des Congolais qui vivent de l'agriculture. Ces gens-là, il faut la mécaniser, la mécanisation de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on pouvait aussi réserver les fonds réservés à l'agriculture, même prendre 50% affectés à l'agriculture familiale. Ça, on aurait appelé ça une réforme agricole, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se fait dans ces gens, de ces côtés-là. Il y a, sur le plan de la justice, il faut réformer la justice. Ça ne marche pas. Tous les voleurs aujourd'hui sont dehors. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes systèmes, les mêmes méthodes qui ont fonctionné sous Kabila, sous Mobutu. Aujourd'hui, ce qui dit, c'est les mêmes, on recommence. Donc on a la forme de la justice, elle a échoué. Donc il faut réformer ces secteurs-là. Aujourd'hui, nous sommes en train d'appuyer la réforme de la santé. On avait un projet crédible sur le plan de la santé, la couverture de santé universelle. Ils ont pris 3 ans via le conseil spécial qui est en charge de cette réforme de la santé, qui a proposé un plan crédible. C'est ce qu'on parle d'une réforme, parce que là, il montre les moyens de financement, d'où viendrait le financement, comment on va s'organiser, l'objectif et le moyen, et comment est-ce qu'on mettra en place. C'est ce qu'on appelle des réformes. Donc il faut que les ministres du gouvernement, Sama, puissent nous présenter comment est-ce qu'ils vont organiser leur façon de fonctionnement et leur façon de moderniser leur façon, les structures qu'ils gèrent. La fonction publique est morte. Il faut une réforme de la fonction publique au Congo, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une commune, il n'y a pas des archives. Il faut archiver les données, il faut archiver les informations. Le système d'archivage au Congo n'existait pas. Il faut toute cette politique qu'on a mettre en place, des réformes, et en tout cas, il y a beaucoup à faire à ce côté-là. Allez-y, monsieur Bedos. En tout cas, je pense que mes amis ont tout dit par rapport aux réformes qui ne sont pas effectives au Congo. Donc ça fait, moi je peux dire que non, c'est depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de réformes dans ces pays. On essaye un peu de faire un effort avec Fathi. Mais Fathi, il n'a pas eu un morceau facile. On croit. Moi personnellement, je crois parce que je pense que non. Si Fathi n'arrive pas à réussir ce mandat, je pense que nous allons encore plonger dans le chaos. Au niveau de la fonction publique, moi je pense que ça, il faudrait quand même qu'on essaie un peu de regarder notre fonction publique, notre administration, comment elle fonctionne. Nous avons encore une administration archaïque. Moi je peux dire même que c'est quasiment inexistante. Mais je me demande comment ils se débrouillent pour quand même arriver à fonctionner malgré... peut-être, ils n'ont pas les moyens, mais quand même ils ont des moyens. Parce que quand je rentre dans leur bureau, je pense que Manu, tu as déjà été dans le bureau chez nous là-bas, tu vas dans un bureau où il y a un directeur qui travaille, tu te demandes, mais ça c'est quel genre de bureau? Donc mais cette personne, il peut avoir 5 maisons, il peut avoir 4 voitures. Mais est-ce qu'il y a un problème? Il y a un moyen. Problème, il y a la vision, mentalité. Problème de gestion. Et puis il y a réforme, parce que moi, je ne vois pas comment on peut laisser la signature pour sortir, par exemple, des millions à deux personnes. Ils vont s'entendre, ils vont sortir des millions, ils vont se les partager. C'est le cas, c'est ce que nous vivons. Donc, autant mieux réformer toutes ces choses-là. Réformer et ne plus laisser les choses dans l'État. Mais est-ce que réformer suffit? Parce que au le mot, ok, non, bureau, sa propreté, sa salle, les habiletés, mais je prends l'exemple, parlement la biso, qui n'a parlement la biso aujourd'hui, ok, comment on appelle un parti sanitaire, c'est très sale, ok, n'a état-major général, parce que ça, ce sont des choses que moi-même j'ai vécu, ok, n'a pas primature, gouvernement, ils ont raté, c'est des groupes. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui fait que maintenant, on va bijoux, comme je prends le cas de Jean-Marc Kaboum, mais ça, ok, n'a sanitaire, il y a IDPS, ce siège, je pense que c'est une catastrophe aussi. C'est de l'inconscience humaine. Donc moi je peux même dire que tu peux associer ça même à une incompétence aussi. Parce que comment veux-tu vivre dans la sanité? Parce que c'est là où vous passez tout votre temps. Moi
Moi, je pense que nos bureaux, les gens passent beaucoup plus du temps au bureau que chez eux dans leur maison. Vous acceptez de passer votre temps dans un endroit insalubre et vous vous sentez fier d'être ce que vous êtes et vous dites que vous êtes une autorité. C'est une honte. C'est une honte, M. Kabongo, allez-y. Absolument, c'est une honte, mais je pense que, en fait, je pense que le pouvoir actuel devrait dire aux Congolais qu'ils vont encore souffrir pendant très très longtemps. Et pourquoi souffrir très longtemps? Parce qu'il faut avoir des ambitions, il fallait avoir un programme. La priorité, c'est de remettre, cet État est mort. Le Congo, là, comme il l'a dit, là, le chef lui-même, le pays est mort. Il faut le ressusciter, il faut rétablir l'autorité de l'État et mettre en place les structures pour que l'économie tourne. Le pays est mort. Le pays est mort. C'est-à-dire que l'État ne fonctionne plus. Il faut le rétablir, c'est-à-dire rétablir l'existence de l'État. D'abord. Je reviens sur la déclaration du président, parce que c'est trop tard pour notre élaboration. Ce qu'il a dit lorsqu'il a mené une campagne électorale, il est passé sur nos confrères, il y a Top Congo, c'est quoi votre programme lorsque vous serez président? Il avait dit quelque chose. Je n'ai pas de programme, je n'ai pas de projet. Dès que j'arrive au pouvoir, on a mené état de lieu pour savoir comment le pays est, pour voir ce qu'on peut faire. Est-ce que lorsque le pays est mort, une personne qui dit ça au début, est-ce que c'est lui qui aussi, qui tombe le pays ou non? Parce que déjà, il faut faire un constat. Il y a ça, il constate. Si tu n'acceptes pas que le pays est mort, ça veut dire que tu penses que tout va bien. Non, il faut déjà reconnaître qu'il y a des choses qui ne vont pas et que toi, tu peux les arranger. Donc, effectivement, maintenant qu'il a dit ça, il faut qu'il explique au peuple quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va être fait en premier, et ainsi de suite. C'est ça le programme. Il faut donner au peuple, il faut expliquer aux gens quelles sont les priorités et donner des deadlines, vous dites pendant 1 an on va faire ça, pendant 2 ans on va faire ça, et ainsi de suite. C'est ça qui doit être fait. Il faut informer les gens. Si tu informes les Congolais, tu leur dis on va faire ça, ils seront patients. Ils vont écouter. Tout ce qu'il a fait depuis qu'il est au pouvoir, ils ont la norme, ils ont mis l'argent dans les chaos. Ils ont jeté l'argent. On peut dire ça. Quand on prend les sauts de mouton, on voit ce qui se passe dans les sauts de mouton. Pour arriver dans un saut de mouton, c'est rétréci pour côté un saut de mouton. Et ça, les chauffeurs, quand on va créer des accidents, la manière dont se construit le saut de mouton, parce que moi j'ai vu, je filmais comment le saut de mouton a été construit, on voyait comment il n'y avait pas du sérieux. Il n'y avait pas du sérieux. Aujourd'hui, on voit les conséquences. Le saut de mouton. Non, ça c'est les gens qui sont indisciplinés. Ça, c'est l'indiscipline des Quinois, ça. Une grande partie des embouteillages à Kin, une grosse partie, c'est pas seulement le manque des routes, c'est aussi l'indiscipline des gens. Les sauts de mouton, il y en a qui sont très très bien construits. Tu viens, tu ralentis, tu prends ton saut de mouton comme tu le ferais ici en Europe et ici. Eux, ils viennent n'importe comment. Non, ça on peut pas reprocher ça au gouvernement. Ça, c'est l'indiscipline des gens sur place. Pourquoi Laurent Désiré Kabila avait arrivé à maîtriser il y a un pouvoir, il y a une discipline, la population, il y a une discipline. À l'époque, Laurent Désiré Kabila, il y a la sens interdité, même l'administration et il y avait l'ordre aussi. Mais aujourd'hui, pourquoi avec Félix Tshisekedi, il y a l'indiscipline, dans la désordre? Pourquoi cette différence? Il n'arrive pas à mettre aussi discipline dans Tamboka. Pourquoi cette discipline? Parce que c'était une dictature. Et des fois, il faut qu'il y ait une dictature. La dictature, on rigole pas, quoi. Ça marche comme ça. Et puis voilà, je pense que depuis l'avènement du nouveau président, lui, il a pris une autre optique. Lui, c'est pas une dictature, c'est un petit peu. Et maintenant, je pense que le Congolais, il confond. Mais il faut du rigueur aussi, quand même. La démocratie avec le désordre. Je pense qu'il y a, comme on n'est pas habitué à la démocratie, on n'a jamais eu ça. Donc on confond avec le désordre. J'arrive à l'espace machine là. Je crois que les Congolais, comme dit Jean-Luc, n'est pas habitué à la démocratie. Mais il faut passer par les méthodes de contrainte. Le Congo fait la contrainte. Mais jusque-là, il n'y a pas encore une réforme qui puisse contraindre les Congolais à agir de certaine façon. Vous savez, ici en Europe, par exemple, avec Sarkozy, on voulait très vite avant, n'est-ce pas? Il a mis des radars et voilà, la fête était terminée. Je crois qu'il faut passer par les mesures de contrainte. Quelqu'un qui ne respecte pas, on confisque les véhicules, il va payer $300 avec confiscation. Je pense qu'il faut passer par les contraintes et l'homme ne comprend que quand on frappe à porte-monnaie ou quand il y a des punitions. Et puis il y a trop de laisser aller. Je pense que les gens ont mal compris l'état des droits, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on veut. Bon, je me lève, je passe comme... Non,
je crois qu'il faut mettre des limites et mettre des contraintes, et les contraintes peuvent aider les pays à avancer. Allez-y, monsieur Machi. Moi, par rapport à ça, je pense qu'il faut d'abord éduquer la population. Et l'erreur que le président, pour moi, a commis, c'est qu'il a voulu continuer à travailler avec ceux qui l'ont trouvé sur place. Il n'a pas voulu changer l'administration, il n'a pas voulu changer les systèmes. Il a voulu continuer avec les mêmes systèmes qui ont fonctionné pendant plusieurs années, les mêmes individus qui ont fonctionné dans ces systèmes pendant plusieurs années, qui ne savent que l'impunité. Même si on leur parle de l'éthique, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que c'est. Ils sont restés très longtemps dans l'impunité, et ce qui fait que l'État était devenu quasi inexistant. Vous avez 30 secondes pour cette question. Nous vous avons 30 secondes. Aujourd'hui, le gouvernement Sama va lancer 15 projets et vous en êtes capable pour 2022. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce gouvernement, ils sont capables aussi de réaliser ces projets? Ils ont parlé dans barrage, aéroport Andolo, il faut créer, 5 avions, voilà, 55 territoires. Est-ce que vous pensez que ces gouvernements, ils sont aptes aujourd'hui de donner aux Congolais ce qu'ils ont besoin, sachant qu'ils ont déjà échoué pendant 3 ans, et il y a 1 an et quelques jours seulement, quelques mois seulement. Est-ce qu'ils sont capables aujourd'hui de mener ce projet aussi en place pour que les Congolais soient satisfaits? Monsieur, 30 secondes. Bon, déjà, moi, je pense que Sam Le Condé, ce n'est pas un bon capitaine. Moi, j'étais en Boujima, j'ai demandé aux gens, est-ce que vous connaissez votre Premier ministre? Le nom du Premier ministre, quasiment, ils ne connaissent pas. Donc, c'est vrai que non, c'est quelqu'un qui ne travaille peut-être pas, ou soit qui travaille dans l'ombre. Mais compte tenu de ce que moi, je vois depuis qu'il est Premier ministre, peut-être il peut réaliser cela à 2%. Donc de 98%, je ne pense pas que ce sont des effets d'annonce. Allez-y, M. Kabamé. Moi, je pense qu'ils vont faire au moins la moitié parce qu'il y a les élections et il faudra présenter quelque chose. Et dans 2 ans, dans 1 an, ils vont tout réaliser. Donc, ils seront aéroport Andjili, aéroport Andolo. Absolument. Et le président sera derrière eux. Chaque vendredi, ils vont faire au moins la moitié parce qu'il faudra présenter quelque chose. Allez-y, M. Machinva. 30 secondes. Je crois que le chef de l'État veut un bilan à présenter à la population. Il est déterminé à voir le bilan. Maintenant, je crois qu'il devrait peut-être changer sa façon de manager les équipes parce que, encore je parle, méthode de contrainte. Évaluer les équipes après 1 mois, vous avez fait ça, vous n'avez pas fait. La francophonie, c'est un chouet pendant Otonga. Maintenant, aujourd'hui, il va bien des étudiants à l'université pour mettre non. Je crois ça aussi, ça va pas chasser les étudiants de l'université. Ils sont privés, c'est une façon de chasser directement. C'est le lieu, c'est les résidents. Dans d'autres pays, ce n'est pas les premières fois qu'on utilise les sites universitaires pour loger. Mais il y avait de l'argent, l'argent a été volé. L'argent a été détourné, c'est pourquoi ça, ce sont des mesures exceptionnelles. Mais soyons quand même assez corrects. Il y a d'autres pays qui ont pratiqué la même chose avec les sites universitaires pour loger des sportifs. Ce n'est pas que la RDC. Merci beaucoup, M. Machine Damani. Je rappelle que analyste politique, chef d'entreprise. Merci aussi à M. Kabongo Jean-Luc, analyste politique, et aussi à M. Bedos Congo, analyste politique. Merci à l'analyste d'émission. Vous êtes toujours fidèle. Vous restez connectés à la chaîne Nabino AL News. À très bientôt. Congo AL News, première chaîne d'info.